Bonjour à tous. Déjà, merci aux intervenants parce que c'était passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses. Voilà, j'ai l'impression qu'on est sur une évolution permanente. Si je devais synthétiser un petit peu, puis ça n'engage que moi, hein, on a vu des îles se construire autour de plateformes d'achat. Sur ces îles, sur ces îlots, il y a eu des routes qui se sont constituées. Donc, je crois que on a lâché la date de 2019 tout à l'heure. Donc, des routes qui se sont construites entre l'achat et le média sur ces îles. Et puis là, on est en train de construire des ponts qui vont permettre de relier plus facilement des assets retail à des plateformes de contenu. Et puis on a TikTok, on l'a vu là, ils se sont dit, bah attends, on a les contenus, on a les consommateurs, on a les marques. On n'a qu'à créer un marché au bout de l'île, ce sera plus simple, on n'aura pas à construire un pont. Donc on est dans cette évolution-là. Et puis on ne construit pas des ponts pour se faire plaisir. On construit parce que ça correspond à la réalité des consommateurs. Et c'est ce qu'on a voulu étudier, décrire dans cette étude qu'on vous présente. Alors, on ne vous présente pas toute l'étude, on n'a pas le temps, mais on présente certains enseignements pour la première fois ce matin. Alors le titre est volontairement un peu osé. Le parcours et le nouveau produit. Derrière ça, c'est se dire que finalement l'acte d'achat, le produit acheté, au final, c'est peut-être pas ça l'important. Ce qui est important, c'est toute l'expérience avant cet achat. Et comment est-ce qu'on est capable, nous, en tant que vendeurs de produits, de réassurer, rassurer, d'informer, de guider cet achat et que l'expérience fait partie du produit. Et on est parti de deux chiffres qui ne sont pas les nôtres, donc ils ne sont pas sortis de notre étude, ils sont sortis de la FEVAD. Le premier chiffre, on l'a tous vu au début, c'est 11%, c'est la part que le digital représente dans les achats en valeur. Celui qui nous intéresse, c'est celui de droite, c'est 70%, qui est la part du digital à un moment donné dans une recherche active ou dans un achat, quel qu'il soit, online et offline, c'est le poids du digital sur l'ensemble des actes d'achat. Donc, ça veut dire concrètement qu'il y a 70% des achats, qu'ils soient online ou offline, qui à un moment donné produisent un signal qui nous indique une intention, une typologie de consommation. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui aussi pour construire des ponts entre voilà, ces comportements de consommation qu'on peut capter et les stratégies médias. Dans l'étude, on a voulu illustrer concrètement, alors je parle rapidement de méthodologie, mais très rapidement, c'est des protocoles qu'on fait depuis 2014 où on va clairement demander à des répondants sur des panels de se rappeler le dernier achat qu'il a fait dans une catégorie de produits très spécifique. Donc on part d'un achat concret, verbalisé, et on lui demande de se rappeler toutes les phases qui ont précédé cet achat. Donc ils ont besoin que ce soit un achat récent, qu'ils se rappellent les différentes étapes. Donc voilà, on est sur des déclaratifs, on est sur de la recherche active d'informations précédant l'achat, mais ça nous permet comme ça de remonter un petit peu le parcours, ce qui est aujourd'hui impossible avec des suivis de tracking, à part que de demander au cerveau de fonctionner, de se rappeler ce qui a précédé un achat. On a caractérisé 3 types d'achats. L'achat optimisé, c'est voilà, l'achat plutôt courant, on veut gagner en temps et avoir du bon rationnel qualité-prix. L'achat projet, où on essaye de mûrir un projet, un achat, on se renseigne un peu plus. Et l'achat rationalisé, où là on est clairement sur des caractéristiques techniques. Et un achat à long terme. Et on a illustré chacun de ces types de parcours, de types d'achat par un secteur de produits. Tous ces achats sont évidemment concernés par la recherche avant achat. En alimentaire, c'est 31% des achats qui, à aucun moment, font appel à une recherche. Donc on est clairement sur des achats de répétition. Mais d'une façon ou d'une autre, il y aura toujours une recherche avant achat. Et puis, plus l'achat est impliquant, plus le niveau de recherche est important. C'est 98% de recherche avant un achat bricolage-jardinage, c'est 94% sur l'électronique.
Et puis les points d'entrée, les premiers réflexes qu'ont les consommateurs lorsqu'ils sont dans une démarche active de recherche d'informations, ça tombe bien, ça fait partie de 3 des grands fournisseurs de données sur de la donnée d'insight conso, les moteurs de recherche, les enseignes, généralistes ou spécialisées en fonction du type d'achat, et puis Marketplace et Amazon en premier lieu. Ce qu'ils recherchent, bon, ça c'est pas très nouveau. On recherche des choses relativement tangibles, on a besoin de se rassurer. Le rapport qualité-prix, caractéristiques-prix, les avis consommateurs, ça va dépendre d'un secteur à un autre. Mais voilà, on est clairement sur de la réassurance, voire de la post-rationalisation, une fois qu'on a quand même en tête un set de considérations de produits. Où est-ce qu'on achète? Où est-ce qu'on se renseigne? Où est-ce qu'on s'inspire? Voilà, on les a déjà cités, les moteurs de recherche, les sites d'applications et enseignes, Amazon, YouTube pour l'inspiration, de plus en plus TikTok, on va le voir aussi. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de croiser le quoi et le où, et de commencer à approcher une grille de lecture sur qu'est-ce qu'on recherche, où est-ce qu'on le recherche, quelle implication ça a concrètement pour ma marque, pour mon produit, comment je dois baliser ce parcours, et quel type de contenu je dois optimiser aussi. On en a parlé tout à l'heure dans le cas Fnac Darty, Lenovo, sur l'importance des contenus pour que ça remonte. Et puis, chose importante aussi, il y a une prédétermination assez forte avant l'achat, soit sur le produit, soit sur l'enseigne. Et généralement, la prédétermination est très forte sur l'enseigne. Donc l'enseigne, la marque enseigne est un ancrage très fort du début du parcours d'achat. Donc une capacité aussi à rassurer le consommateur avant un nouvel achat. C'est également le cas sur le bricolage, sur l'électronique également, même si ça s'équilibre un peu plus entre la marque produit et la marque enseigne. Donc ça démontre aussi l'attachement aux enseignes de retailers et de se dire que ces enseignes, c'est effectivement un lieu où on achète, mais vu l'importance que ça a dans notre vie de consommateur et vu le niveau de fréquence qu'on a sur la visite de ces enseignes, elles sont complètement légitimes à être considérées comme des médias. Et au-delà de leur capacité, du coup, à ne pas faire que de la vente, mais également à produire d'autres indicateurs du reach, de l'engagement. Je ne vais pas refaire un point sur la mesure et les indicateurs de performance. Mais évidemment que les indicateurs de performance doivent évoluer. Et puis quand on a du reach, quand on a du contenu, si en plus on a la connaissance utilisateur, voilà. C'est là que je te passe la parole. Normalement, on boucle la boucle. Et en effet, si on raisonne toujours parcours, déjà, on en a déjà parlé, donc ça je passe vite parce qu'on vient d'en parler. Le social, évidemment, fait partie de l'écosystème et se résume, comme on vient de le dire dans la table précédente, pas uniquement à je consomme du contenu, je découvre, je m'informe et j'achète dans certains cas. Évidemment, quand on se parle de parcours actuel, on ne peut pas passer à côté de l'implication de l'IA et donc des moteurs de GenAI que les utilisateurs utilisent de plus en plus en France. Alors, c'est évidemment variable selon les corpus de population quand même. C'est sûr qu'entre vos grands-parents et nos jeunes adolescents, l'usage n'est évidemment pas le même. Mais mécaniquement, ces applications de GenAI, elles viennent vraiment changer le parcours du consommateur. Puisque au sein d'un même écosystème, on peut faire ces requêtes dorénavant ou promptes dans les applications de GenAI, et la GenAI va d'elle-même nous faire le travail de qualifier le besoin, la demande qui est la nôtre, nous proposer différentes étapes d'information, de découverte, créer un petit peu cette préférence de marque un peu forcée, et bientôt, en France, parce que c'est déjà disponible aux États-Unis, mais on va pouvoir aussi acheter dans OpenAI et mécaniquement, j'imagine, Perplexity et autres suivront. Donc ce qui est important de retenir, c'est que grâce ou à cause de l'IA, selon où on se positionne, ça change la relation de l'utilisateur avec les marques, ça change la relation des retailers avec leurs cibles, leurs clients.
Et que véritablement, l'IA, elle est capable d'intégrer tous les variables de besoin qu'un client potentiel est susceptible de rechercher. Donc c'est véritablement un élément qu'il faut prendre en compte. Donc encore une fois, tant pour les distributeurs que pour les marques marchandes en elles-mêmes, comme Lissim, DNVB, mais même pour les marques distribuées. Puisque l'IA, elle a comme fonction, dorénavant, à la fois de comparer les produits, comme je le disais, mais sans que c'est d'elle-même qu'elle va choisir quel produit elle va faire apparaître dans la conversation. Donc il y a un côté totalement non maîtrisé à date de comment faire pour que l'IA décide que ma marque réponde à tel type de besoin exprimé. Donc c'est pas comme avec Google où si on n'émerge pas en SEO, on peut bastonner en SIA et comme ça permet quand même d'émerger. Même topo en social, même si on a bien compris la différence de TikTok, mais l'organique, s'il n'est pas au niveau, il peut être compensé par du paid. Là, très clairement, avec les moteurs de GenAI, c'est vraiment l'organique qui va être donc ce qu'on appelle GEO maintenant, donc encore des acronymes. Donc on parle de SEO, Search Engine Optimization à Generative Engine Optimization. Mais c'est vraiment fondamental parce que pour tous les utilisateurs, et Dieu sait que dès qu'on met la main dans une application de GenAI, vraisemblablement, on a des biais cognitifs qui font qu'on n'est même plus capable de réfléchir par soi-même, mais qu'on lui demande beaucoup de choses. C'est un jugement personnel, donc retenez pas ça. Donc véritablement, l'IA vient un petit peu tout changer. Et donc ce qui est important, c'est évidemment cartographier quand on est soi-même vendeur les parcours de décision qu'on a identifiés, qu'ils soient physiques ou digitaux, d'essayer d'identifier comment l'IA vient soit entériner ces parcours que l'on connaît, soit vient les disrupter. Comme tu le disais en social, mais on parle encore une fois d'organique, maximiser son contenu pour que les algorithmes des applications génératives vous reconnaissent et vous rendent découvrable auprès des utilisateurs. Et là aussi, alors là c'est vraiment de l'incantation parce que pour le moment on n'a pas assez de recul, mais c'est comment on arrive à connecter, je dirais pas d'un point de vue technologique, mais ce que la GenAI va nous donner en termes de recommandations produits et de parcours, qu'ils soient digitaux ou physiques, et comment on arrive à s'assurer que la réalité de la disponibilité produit en magasin physique, c'est encore plus un challenge, c'est ce qu'on appelle le repos, mais c'est que même si l'application vous dit tu devrais aller acheter le coffret Blissim sur le site e-commerce, là c'est facile, c'est plus digital, mais si on se positionnait du point de vue de retailing, pour citer nos partenaires du jour, même si elle nous pousse à aller acheter une télévision 4K bien spécifique, vraisemblablement, on ne va pas forcément toujours le faire sur le parcours digital. Comment on s'assure que la boutique de la place des Ternes a bien la télévision 4K que l'appli AI nous a recommandé. Donc il y a vraiment des gros challenges structurels à appréhender. Mais on ne peut pas se dire que ça ne va pas exister. Nous, notre conviction, en tout cas, c'est que, oui, après, il y a des enjeux de structuration de données, de contenu pour la conversation, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus pour être un peu moins ésotérique et plus pragmatique. C'est que les applis IA, elles vont faire partie du commerce demain. Donc, dans les acronymes du moment, maintenant, on parle d'agentic commerce ou de generative commerce. C'est une réalité. Donc, à un moment donné, il faut faire avec et en tirer le maximum de valeur. Et donc, la question, ce n'est pas tellement est-ce que je dois faire en sorte que l'IA lise bien ma marque pour la rendre, encore une fois, découvrable et désirable auprès de mes publics, mais c'est comment, grâce aux applis IA, j'arrive à améliorer encore la valeur perçue pour les cibles et mes clients, de sorte que ma marque ne soit pas dépréciée, mais qu'on en adresse véritablement l'ensemble de l'écosystème. J'en reviens pas, on a réussi à tenir le timing, Raphaël. Alors, c'est soit parce que je suis allé trop vite, mais voilà. Donc, nous retenez que là, on vous a vraiment fait un digest de l'étude. On a la capacité, évidemment, de vous reproposer une version un petit peu plus longue. Ensuite, il y a des focus sectoriels que vous avez vécus. Donc, grosso modo, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on organise des sessions plus spécifiques pour certains de nos clients, s'il y en a dans la salle. Et pour le reste du marché, ça n'empêche pas qu'on puisse vous la proposer sous d'autres formes. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée. Merci.